Bonjour mes amis. On est déjà le 20 mars et à temps pour célébrer Ostara et l'équinoxe du printemps comme il se doit. Comme il n'est pas coutume de répéter les bons vœux en cours d'année, je profite quand même du moment pour vous souhaiter à tous de célébrer la vie et de nourrir vos envies de nouveau ou renouveau. Je vous invite à aller jeter un œil sur le travail d'un ami photographe breton, Peli Arcode. Nous suivons nos univers respectifs régulièrement et son approche de la nature en photo, couplée à son amour de notre belle Bretagne, est tout simplement magnifique. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Mais aujourd'hui, nous allons venir jeter un éclairage plus poussé sur les coulisses de l'épisode 9, dans lequel nous avons pu suivre les aventures d'Alexandre, perdu en pleine forêt de Oiabașu en Roumanie. Je vous propose de nous attarder lors de cet épisode Making-of pour découvrir les légendes et le folklore de Roumanie. Avec d'abord Véronique Lessard, notre amie auteure canadienne passionnée d'histoire et qui nous avait déjà rendu visite sur le podcast à l'occasion du Making-of de l'épisode 6 sur le château de Lippe en Irlande. Ensuite, j'ai l'immense plaisir de recevoir la talentueuse Alexandra Koeniger, alsacienne de cœur, mais aussi grande voyageuse. Elle viendra nous raconter son expérience personnelle pendant son trek sous les arbres de la forêt la plus hantée d'Europe. Comme toujours, n'hésitez pas à m'écrire, me laisser un message ou un commentaire sur l'un de mes réseaux sociaux, sur votre appli d'écoute ou sur mon site internet juliettedargan.fr. Allez, je vous invite à monter au grenier du manoir pour suivre mes échanges avec Véronique et Alexandra. Vous écoutez le making-of de l'épisode 9 de Rencontres surnaturelles. Bonjour Véronique, je suis ravie de te revoir sur le podcast. Tu étais venue il y a 3 mois déjà. Tu es passionnée d'histoire, aussi auteure, et tu as écrit donc le tome 1 d'Ad Vitam Aeternam, une grande fresque dans l'Angleterre médiévale sur fond d'alchimie, enquête paranormale. Et tu travailles sur le tome 2 de ton livre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Où est-ce que tu en es par rapport à la dernière fois? Bien, en fait, j'ai avancé quand même passablement depuis la dernière fois. Le livre est rendu à peu près à 90% du premier jet. Ça avance. J'ai eu, je dois dire, un petit blocage pendant peut-être presque un mois. Mais un soir, ça a débloqué, puis j'ai écrit comme une dizaine de pages dans une soirée, puis je continue à écrire dessus. Ça avance très bien. C'est certain que c'est une période de l'histoire que je connais un peu moins, alors les recherches ont été un peu plus intenses. Oui. Ce que je peux vous dire, je ne veux pas trop en dire non plus, c'est que ça se passe dans les colonies américaines au début du 18e siècle. D'accord, ok. Oui, ça se passe dans le coin de la ville de Boston. Je ne veux pas trop en dire, mais je veux réserver la surprise pour que les gens aient le temps de lire le tome 1 pour comprendre qu'est-ce qui se passe, puis le deuxième tome qui se passe vraiment ça dans le 18e siècle. C'est une période que je connaissais un peu moins, alors les recherches ont été quand même un peu plus exhaustives que dans le premier, mais ça avance très bien. J'espère avoir fini le premier jet au moins pour plus vers la fin du mois d'août. D'accord, oui, c'est bien avancé. J'adore aussi cette période-là, elle est vraiment passionnante et puis c'est passé tellement de choses, surtout dans ce pays-là, c'est une période assez mouvante, donc ouais, intéressant. Je m'enligne plus vers le 550, presque 600 pages. Est-ce que je vais faire 2 tomes? C'est pas encore décidé. Et tu as des bêta lecteurs aussi ou pas? Oh oui, ça, j'en ai plusieurs qui attendent après cette histoire-là. C'est des gens qui me demandent, bon, quand est-ce que tu vas finir? Non, est-ce qu'on va pouvoir le lire? Bon, premièrement, laissez-moi le temps de lire et de faire une première lecture et après, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Pour que vous le lecteur piaffe beaucoup, hein, souvent, il a du mal à attendre. Parce que j'en ai plusieurs, là, je te dirais, là, j'ai comme, peut-être, je sais pas, moi, 7-8 personnes dans mon entourage qui m'en parlent. Bon, quand est-ce que ça s'en vient, là? Soyez patients, les amis. Bientôt. Bientôt, ça s'en vient. Je travaille très fort parce que n'écris pas un roman qui veut. Complètement. Surtout 600 pages dans une époque qui n'est pas forcément celle que tu as l'habitude d'aborder. Donc, ouais, beau challenge. Du coup, on va faire un focus dans cet épisode sur le folklore en Roumanie, puisque là, on est sur le making-of de l'épisode 9 qui se passe dans la forêt de Oiabașu, en Roumanie. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des principales légendes locales? En fait, la Roumanie est en Europe du Sud-Est.
Et c'est extrêmement riche en histoire de tout ça. J'ai dû faire un tri, honnêtement, parce qu'on aurait pu en parler pendant 2 heures. Mais c'est certain que la légende qui ressort le plus, c'est la légende de Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur, qui est un prince de Valachie du 15e siècle. C'est la principale source d'inspiration de Bram Stoker qui a écrit Dracula en 1897. Mais il y a aussi le château de Bran, qui est dans la région de Bran. C'est pas réellement le château de Vlad Tepes, c'est vraiment plus l'inspiration pour le château de Dracula dans le roman. Mais le château de Bran, c'est un château qui est visité, qu'on peut vraiment visiter, on peut passer la nuit là. Je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a des gens qui pouvaient dormir dans un cercueil aussi. Je sais pas si c'est encore le cas, mais c'est un peu étrange. Mais ce château-là, Vlad Tepes l'a déjà visité, mais il n'y a jamais habité. Son véritable château est en ruine et se trouve plus dans la région de la Valachie, qui est encore en Roumanie. Mais Château de Bran, c'est vraiment une effigie du folklore de la Roumanie. Les légendes tournent beaucoup autour des vampires et des loups-garous dans la région de la Roumanie. Oui, tout à fait. La plus populaire, c'est le strigoi, qui est en fait une créature morte-vivante qui peut se transformer en animal puis qui aurait une soif de sang. Donc, on associe le vampire, le loup-garou, tout ça. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens en Roumanie qui croient à l'existence de la strigoi parce qu'il y a plusieurs incidents qui se sont passés. Le plus populaire, c'est quand même assez récent. Ça s'est passé en 2008. Une jeune fille qui aurait été visitée par son oncle décédé durant la nuit. Il aurait tenté de l'attaquer. Imagine, c'est en 2008, là, ça fait pas si longtemps. Ça fait une quinzaine d'années. Ouais, c'est étonnant qu'il y ait encore des incursions dans la vie moderne. Oui, exactement. Je sais pas s'il y avait des lois qui avaient été passées au niveau des profanations, de cimetières, tout ça, mais selon la légende, aurait carrément déterré le corps de l'oncle, lui aurait enlevé son cœur, je m'excuse pour les âmes sensibles, et l'aurait fait brûler. Selon la légende, les attaques auraient cessé par la suite. La deuxième, c'est le Pricolici. Ça, c'est plus associé au loup-garou. C'est vraiment la manière que c'est décrit. C'est une créature qui se déplace sur les pattes arrière, qui pourrait mesurer 7 à 8 pieds de hauteur. C'est très effrayant parce qu'il y aurait la capacité, selon la légende, toujours d'imiter la voix humaine. Un peu comme le strigoi, c'est un mélange entre le loup-garou puis le vampire, mais c'est beaucoup plus le loup-garou. Mais lui, il aurait la capacité, il pourrait être repoussé par des objets religieux consacrés. Donc, les gens en Roumanie accordent quand même une assez grande importance au folklore, que ce soit le folklore local. Il y a aussi beaucoup de légendes au niveau des sorcières. On appelle les babele, babakoya, baba arka. Ça diffère l'une de l'autre. Il y en a que c'est plus la nature, puis peut-être associé au druidisme un petit peu dans ce coin-là. Puis il y en a d'autres que c'est plus pour le côté obscur, le côté malveillant, tout ça. Il y a une légende que j'ai trouvée quand même assez connue dans le folklore, je dirais, européen. C'est le joueur de flûte. Le joueur de flûte qui aurait la capacité d'attirer des créatures selon la mélodie qu'il joue avec sa flûte. Comme dans le conte pour enfants, en fait? Exactement. Je ne savais pas que cette légende-là venait de la Roumanie. Un village qui est en proie à une infestation de rats. Puis, il y a un joueur de flûte qui est arrivé et dit, moi, je vais jouer de la flûte, puis je vais les attirer, puis je vais les amener se noyer dans la rivière qui est à côté. Il y a des rats qui sortent de partout dans les maisons, puis ils jouent vers la rivière, puis les rats l'ont suivi, puis se sont noyés dans la rivière. Cependant, après cette action-là, le maire du village aurait refusé de payer le joueur de flûte pour ce qu'il avait accompli. Alors, malheureusement, le joueur de flûte s'est vengé et il a adapté sa musique pour attirer une centaine d'enfants à l'extérieur du village. Est-ce que les enfants sont morts? Est-ce que les enfants sont disparus? Mais tous les enfants du village ont disparu. Ah, c'est fou, c'est vraiment comme le conte. On sait que de toute façon, les contes à la base partent de la tradition populaire et souvent de petites bribes d'histoires qui se racontent localement. Mais je ne situais pas ça du tout en Roumanie, c'est hyper intéressant. J'ai trouvé ça... J'aurais pensé, je sais pas, moi, plus Angleterre, France, ces affaires. Ouais. Quand je suis arrivée là-dessus, OK, ça vient de l'Europe de l'Est.
Et c'est sûr que la forêt de Yabachu, ça attire les gens depuis des siècles. Oui, on l'appelle le triangle des Bermudes de Transylvanie, ce qui n'est pas pour rien non plus. Non. Est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu pourquoi on l'appelle comme ça? En fait, la forêt de Yabachu est près de la ville de Cluj-Napoca. La particularité d'abord de cette forêt-là, c'est que les arbres poussent et se courbent et s'enroulent en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors... Et du coup, les arbres poussent sous cette... Moi, j'ai vu des photos, effectivement, c'est vraiment impressionnant. Parce qu'il y avait des rumeurs, peut-être, certains qui avaient essayé de creuser un peu le comment du pourquoi, imaginaient que peut-être il y avait une action humaine qui avait été faite pour essayer d'orienter les troncs, pour qu'on puisse s'en servir après pour construire des bateaux, des tonneaux ou des choses comme ça. C'est possible. En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des scientifiques, des gens qui sont expérimentés dans l'arboristerie, tout ça, qui se sont rendus sur place pour tenter d'expliquer le phénomène, mais n'ont pas encore réussi à comprendre pourquoi les arbres poussent de cette façon. Est-ce que c'est à cause de la terre? Est-ce que c'est à cause de glissement de terrain? C'est pas clair. Ouais. C'est pas clair. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans cette forêt-là. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le triangle des Bermudes de la Transylvanie. Au cours des derniers siècles, seulement ce serait plus de 1000 personnes qui seraient disparues dans cette 1000 personnes? Waouh, c'est énorme. Sans laisser de traces, pas de corps, pas de restes humains, pas de vêtements, rien du tout. Le nom de la forêt de Yabachu a été donné en mémoire d'un berger qui serait rentré dans la forêt avec 200 moutons. Mais même après d'intenses recherches, ni le berger, ni aucune de ces 200 bêtes ont été retrouvées. Que ce soit des restes, que ce soit des cadavres d'animaux. Ils ont fait le tour, ils ont ratissé la forêt. Il n'y a rien qui a été retrouvé. Est-ce qu'ils sont juste partis dans une autre région? J'en ai aucune idée. Une des légendes disparition, il faut comprendre pourquoi. C'est une petite fille de 5 ans qui se serait aventurée seule dans la forêt, puis qu'elle aurait disparu pendant 5 ans. Par contre, contrairement au berger, la petite fille serait réapparue 5 ans plus tard. Elle portait les mêmes vêtements qu'au moment de sa disparition et elle ne semblait pas avoir vieilli, selon toujours l'histoire. Elle aurait été interrogée par des spécialistes, par des psychologues, par des scientifiques, tout ça, mais elle ne se souvient de rien. Elle est rentrée dans la forêt, il y a eu un blanc pendant 5 ans, puis elle en est ressortie. En tout cas, dans l'épisode 9, effectivement, c'est ce que j'explore. Cette histoire de petite fille qui disparaît et qui réapparaît, moi, qui m'avait vraiment intriguée. Effectivement, j'avais lu cette légende. C'était ça le départ de mon histoire, en fait, tu vois. Alors, c'est pas juste les histoires de fantômes, puis je vais y venir, mais il y a une histoire aussi des ovnis. Selon les sources que j'ai trouvées, ce serait dans fin des années 60, 1968, que des ovnis auraient été observés au-dessus de la forêt de Yabachu. C'est un technicien militaire qui se promenait, c'est quand même quelqu'un qui sort pas de nulle part, là, c'est quelqu'un qui avait une carrière militaire, qui se promenait dans la forêt avec, je pense, 6 autres personnes. Puis quand ils ont levé les yeux au ciel, ils ont aperçu une espèce de disque argenté qui se déplaçait doucement au-dessus de la forêt. Le technicien militaire aurait pris son appareil photo, aurait pris des photos du dit objet. L'OVNI serait demeuré en place pendant à peu près 2 minutes avant de s'éloigner et de disparaître. J'ai revu les photos. C'est jamais des bonnes photos, les OVNIs. C'est un peu frustrant. Ces photos-là ont été publiées dans les journaux locaux, tout ça. Puis même avec la présence de 6 témoins, les gens sont demeurés sceptiques. Est-ce que c'est vraiment un OVNI? Est-ce que c'est un ballon sonde? Est-ce que c'est un ballon météorologique? Les enquêteurs qui se sont penchés sur la question, est-ce qu'ils ont cherché des ballons météorologiques ou des objets qui auraient pu se trouver dans le ciel à ce moment-là? Mais il n'y a rien qui a été prouvé pour confirmer cette hypothèse-là. Il y a même des analystes photos qui ont pris les photos du technicien puis ont analysé ça, puis la photo aurait pas pu être manipulée d'aucune façon. D'accord. En tout cas, ça rentre dans l'espèce de patrimoine folklorique de cette forêt très intrigante dans lesquelles on a eu beaucoup de témoignages de plein de choses, en fait. Les gens qui habitent dans la région évitent cette forêt-là parce qu'il y a tellement de légendes. Je vais énumérer quelque chose que les gens disent avoir vu durant leur promenade. Des silhouettes qui marchent entre les arbres, des têtes qui flotteraient au-dessus du sol,
des gens qui auraient été poussés, renversés par une force invisible. Il y a beaucoup d'investigations de nombreux pays, des États-Unis, de l'Europe, tout ça qui serait allé. Tu veux dire d'investigation paranormale? Oui, d'investigations paranormales. Voilà. Des enfants qui rient, des cris de femmes qui semblaient venir de partout à la fois. Les habitants de la région pensent, encore là, c'est des légendes, que les bois sont hantés à cause de certains paysans qui auraient été assassinés au cours des siècles. Selon encore la légende, les fantômes tourmentés seraient piégés à l'intérieur de la forêt, ne pourraient pas en sortir, donc décideraient de se venger sur les visiteurs. Ou d'attraper d'autres visiteurs pour avoir de la compagnie, peut-être. Mais aussi, j'avais vu ça, moi, dans certaines vidéos. J'ai regardé quand même quelques vidéos de la forêt de Yabacho, puis il y a souvent du brouillard. Mais souvent, du brouillard comme au niveau des chevilles, là, que des fois, tu te déplaces puis tu vois pas tes pieds tellement qu'il y a du brouillard, là. Mais aussi, il y a des gens qui auraient vu des yeux d'un vert très brillant. Ils auraient observé du haut des arbres. L'endroit le plus fascinant et qui fascine le plus les visiteurs, c'est ce qu'on appelle la zone morte, qui est un cercle. Je sais pas c'est quoi le diamètre, mais c'est très, très large. Ça a l'air d'avoir, d'après moi, peut-être 400-500 mètres de large. Ça se trouve en plein centre de la forêt. Ça s'appelle la zone morte. Il y a rien qui pousse là. J'ai vu des gens, moi, qui sont allés camper au milieu de ça. Puis il y a vraiment de la pelouse, il y a des fleurs un petit peu, mais il n'y a pas d'arbres. Ouais, pas de ronces, pas de buissons, rien. Même les animaux s'approchent pas. Tu sais, on voit les oiseaux qui restent comme autour, mais ça, c'est sûr que ça suscite énormément de questionnements au niveau scientifique. Est-ce que c'est quelque chose dans la terre? Est-ce que c'est quelque chose dans l'air? Tout ça, est-ce que c'est le magnétisme? Puis il y a la forme aussi de la clairière de cette zone, parce qu'elle est parfaitement ronde, il me semble aussi, très plate. Exactement ça, c'est parfait. C'est pas ovale, c'est pas carré, c'est parfaitement rond. C'est sûr qu'il y a des nombreux scientifiques qui sont venus analyser le sol pour voir s'il y avait de la radiation, s'il y avait certains minéraux, certaines molécules qui ont empêché les arbres de pousser, mais il n'y a rien au niveau scientifique qui a été prouvé. D'accord. Il y a des gens qui auraient ressenti de l'anxiété. Écoute, moi, si j'allais dans ce coin-là aussi, je ressentirais un petit peu d'anxiété. N'est-ce pas? Surtout après avoir lu tout ça, c'est sûr que tu te mets pas dans un état d'esprit très serein. Non, c'est certain. Mais comme je te dis, j'ai lu plusieurs histoires. Il y a des gens qui sont sortis de là avec des maux de tête, des migraines, des nausées, des brûlures, des ecchymoses, sans avoir reçu le moindre choc. D'accord. Concernant le manque de végétation, comme tu m'en as parlé tantôt, une hypothèse aurait été émise comme quoi que ce serait une zone d'atterrissage pour les ovnis. Et pourrait contenir de la radioactivité, mais les analyses de sol ont prouvé le contraire. Il y a aussi certains investigateurs paranormaux qui parleraient de cette zone-là comme un portail vers un monde parallèle ou un monde des esprits. Et c'est pour ça qu'il y aurait autant de manifestations paranormales dans cette forêt-là et qu'il y aurait autant de gens qui auraient disparu. C'est sûr que il n'y a pas d'explication scientifique qui a été offerte jusqu'à maintenant pour expliquer la présence de ce cercle-là en plein centre de la forêt. Mais c'est immense. Tu sais, c'est certain qu'il y a pu avoir des gens qui ont été amenés là puis qui ont été assassinés. Puis ça se peut qu'il y ait des corps qui n'ont jamais été retrouvés. 1000 personnes qui auraient disparu, je trouve que le chiffre est très gros. Je serais curieuse d'aller chercher dans les archives locales pour trouver des disparitions inexpliquées. À la lumière de tout ce que j'ai lu, moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Cependant, je peux comprendre tout l'attrait qu'il y a derrière ça. Oui, c'est un lieu mythique qui cristallise beaucoup d'imagination et de fantasmes aussi, de rêves. Oui, tout à fait. Oui, puis je pense que tu as aussi le côté humain, de l'humanité ramenée à sa petite insignifiance face à la force de la nature totale et un côté qui nous échappe totalement. Et ça fait peur et on imagine beaucoup de choses aussi, je pense. Je suis un peu d'accord avec toi. La forêt, c'est la petitesse de l'homme, mais c'est la force de la nature. C'est ça le mystère qui tourne autour de ça. C'est pas juste en Europe que les gens disparaissent dans les forêts. Aux États-Unis, au Canada aussi, il y a les gens qui disparaissent dans les forêts sans laisser de traces. La forêt demeure un lieu de mystère, mais c'est certain que cette forêt-là, avec tout le folklore qu'il y a en Roumanie,
en Europe de l'Est, c'est certain que ça peut laisser place à l'imagination. Peut-être que les gens, l'œil humain qui est affolé, qui est nerveux, peut avoir perçu des choses. Mais rendu là, ça reste dans le lieu de la légende. Oui, tout à fait. Bon, écoute, merci beaucoup Véronique, c'était passionnant et du coup, on en sait beaucoup plus effectivement sur les mythes, légendes, folklore de Roumanie et particulièrement sur cette forêt et ses mystères. Donc, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps et j'étais ravie d'avoir de tes nouvelles, notamment sur le tome 2 d'Ad Vitam Aeternam. Oui. Et encore une fois, je remettrai les liens aussi dans la description de l'épisode, comme la dernière fois, pour que mes auditeurs puissent te suivre. En fait, je dois dire que suite à la publication de ton épisode, j'ai vu passer quelques achats sur ma page. Ah, écoute, je suis ravie. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, ça me fait une belle publicité, puis en même temps, les gens peuvent me suivre aussi. J'ai une page sur Instagram qui s'appelle simplement Véronique Lessard, auteur Québec. Mais un grand merci à toi aussi. Ça a été un plaisir de te reparler. Merci beaucoup, Véronique. Merci, bye-bye. Alexandra, Alsacienne passionnée, tu dis de toi que tu as voulu tour à tour être paléontologue, détective, ethnologue, toujours avec la volonté de mettre en évidence des histoires cachées. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et quelles sont tes activités ? Alors, ça risque d'être compliqué parce que j'ai fait beaucoup de choses différentes et même maintenant, je fais beaucoup de choses différentes. C'est ça qui est bien, tu as un profil riche. C'est ça qui est bien. Je pense que tu m'as déjà bien présenté. Ce qui me caractérise le plus, c'est vraiment l'aspect curieux et une grosse appétence pour tout ce qui est autour du bizarre et des choses cachées, on va dire. Et à côté de ça, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé créer du contenu, mais à des fins d'information et de communication. J'avais essayé d'écrire un bouquin de fiction quand j'étais plus jeune. C'était une catastrophe. Moi, je suis vraiment dans trouver des choses intéressantes et les angler de la manière qui me plaît et les restituer ensuite à un public. D'accord. Voilà. Moi, à la base, ça a toujours été l'écriture et le blogging. Et du coup, ça m'a menée vers la rédaction web. Ça m'a menée ensuite à créer mon blog Zone Blanche. Mm-hmm. J'avais l'impression de faire un petit peu le tour au niveau de l'écriture. J'avais envie d'avoir un côté un peu plus macro, un peu plus stratégique. Donc, en fait, j'ai évolué en content manager. Donc, on est plus sur le côté stratégique de création, de gestion et de diffusion des contenus. Oui. Et puis, ça m'a pas suffi parce que du coup, j'ai rajouté une casquette de photographe depuis quelques années. Donc, en gros, j'ai tout le package de la créatrice de contenu avec une dimension stratégique. Ok, tu serais un peu une slasheuse aussi sur les bords. Complètement. Je comprends. Donc, content manager, rédactrice et photographe spécialiste en photo-reportage. Oui. Tu as aussi donc l'âme voyageuse, on l'a compris. Donc, tu as écrit, moi, c'est comme ça que je t'ai découverte. Tu as écrit en 2020 sur ton blog Zone Blanche, qui répertorie les endroits oubliés à explorer dans le monde. Un article qui a relaté ton expérience en Roumanie et notamment un trek que tu as tenté toute seule en plein hiver dans la forêt de Oiabașu, dont nous parlons largement dans l'épisode 9. Donc, est-ce que tu peux nous partager tes impressions sur ce trek, ce que tu as ressenti dans la forêt, ton état d'esprit, voilà, tout ce que tu as observé, ce qui s'est passé? Alors, déjà, il faut savoir que ce voyage, j'avais vraiment un état d'esprit assez particulier. Pour poser un peu le background, c'était un moment dans ma vie où j'allais pas très bien. Et j'avais beaucoup de soucis d'anxiété, mais où là, c'était vraiment devenu maladif. C'était juste transitoire, mais c'était à cette période-là. Et en fait, j'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais de nouveau partir toute seule en voyage. Et du coup, j'ai choisi la Roumanie parce que j'avais déjà visité cet endroit. Je crois que c'était en 2018 ou 2017. Et du coup, il y avait un aspect rassurant. Et en plus, j'avais la fameuse forêt dont on parle. J'avais vu un article dessus. Et puis, il y avait une autre chose qui m'intéressait dans le coin de Cluj-Napoca, où je suis allée en Roumanie. C'était les mines de sel Salina Turda, peut-être qu'on en reparlera après, oui, que j'avais trouvé dans l'Atlas Obscura, qui est un peu ma bible en fait de référence sur tous les endroits un petit peu chelous. À chaque fois que je pars en voyage, j'ouvre l'Atlas Obscura pour voir s'il y a des endroits un petit peu rigolo à aller visiter. Ouais. J'avoue que c'est aussi une grosse source d'inspiration. Je consulte pas mal aussi. Ouais.
Là, il est bien vraiment bien fait. Donc ça, c'est pour poser un petit peu le background. Donc j'étais pas au meilleur de ma forme. Et en plus de ça, juste avant de partir en Roumanie, donc j'avais déjà mes billets d'avion, j'avais déjà tout réservé. Je me chope une infection du côlon. Ah non. Du coup, la veille, j'ai dû aller au médecin, j'avais super mal. Et il me dit, ça peut passer, mais faites super attention à ce que vous mangez parce que ça pourrait dégénérer en infection, en fait. Ok. Et du coup, je suis partie comme ça en Roumanie en me demandant, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. La guerrière, quoi. Ouais, voilà, vraiment en mode rien à foutre. J'ai eu une attaque de panique monumentale juste en passant la porte d'embarquement de l'aéroport. Ouais. Et du coup, j'allais jamais y arriver, mais j'ai quand même tenu bon parce que je voulais vraiment voir cette forêt et les mines de sel. Donc voilà, du coup, c'est pour poser un petit peu le background. En plus, on est au mois de janvier, il fait moche, il y a de la neige quand même, un petit peu. Mais voilà, c'est clairement pas le mois le plus intéressant pour aller en Roumanie pour la plupart des gens. Moi, par contre, j'aime bien aller chercher les climats moches. J'ai fait exprès d'aller au Kosovo en plein mois de novembre parce que c'était le moment où il y a tout le temps du brouillard. D'accord. Donc voilà. Du coup, j'arrive à Cluj-Napoca en Roumanie et il y a cette forêt qui est en fait juste à côté de cette ville. Donc Cluj-Napoca, c'est la 3e plus grande ville de Roumanie. Ouais. Donc c'est quand même pas rien. Et cette forêt, elle surplombe vraiment la ville. Donc on peut y aller à pied, mais le plus simple, c'est de prendre le bus. Il y a une ligne de bus qui s'arrête au musée ethnographique de la ville. C'est un musée à ciel ouvert où on peut visiter des maisons typiques de Roumanie. Et à partir de cet arrêt de bus, on a juste à marcher, à longer le petit chemin qui longe le musée, et puis on arrive dans cette forêt. D'accord. Donc, dans cette forêt, moi, personnellement, j'ai pas osé sortir du sentier principal. Ouais. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que seulement une fois que j'étais dans la forêt, je me suis rendu compte qu'il y avait qu'1 heure de décalage horaire avec la Roumanie et que la nuit tombait super vite. Et beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Donc, en fait, la nuit a commencé à tomber à partir de 16 heures. Et j'avais eu un gros manque d'anticipation pour le coup. Et je me suis retrouvée là-bas. Il devait être 15 heures, en fait. Donc, j'avais... t'avais 1 heure devant toi, genre... Voilà. Sans équipement. Et bon, je pense que c'est humain. N'importe qui dans une forêt où il commence à y avoir la pénombre qui s'installe, il y a le rationnel qui fout le camp assez rapidement pour laisser place à toutes les peurs. Et puis moi, j'ai une peur, mais totalement irrationnelle des loups-garous. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait flipper de ouf. D'accord, ok. Je sais que pour moi, ça n'existe pas, mais dès qu'on me met dans un endroit comme ça, je peux partir. Ton imaginaire s'emballe et du coup, tu te projettes dans des situations horribles, quoi. Donc, il y avait ce problème de manque d'anticipation. Et après, il y avait aussi la peur de faire une mauvaise rencontre dans un endroit qui, en plus, est surnommé le triangle des Bermudes roumains parce qu'il y a des gens qui ont disparu à répétition dans cet endroit. Et moi, je me disais, mais même si on enlève tout le côté, les superstitions, etc., en fait, je suis dans un endroit, personne ne sait que je suis là. Si jamais je tombe sur quelqu'un qui me veut du mal, en fait, personne ne saura jamais ce qui va se passer. Il a une forêt entière pour planquer mon corps quelque part. Donc, j'avais quand même bien flippé. Donc, je suis restée sur le sentier principal et je n'ai pas réussi à trouver la fameuse clairière Poiana Rotunda, je crois, où c'est une clairière, un rond en fait, où il n'y a absolument rien qui pousse. On ne sait pas pourquoi il n'y a rien qui pousse, mais apparemment, ça a l'air d'être un endroit assez important dans cette forêt, donc j'ai pas pu la trouver. Par contre, j'ai vu les fameux arbres tordus. Oui. Cette forêt, elle est quand même très réputée pour ça. Mais je pense que j'ai pas été au meilleur endroit parce qu'effectivement, j'ai vu des arbres qui étaient tordus, mais bon, c'est pas légèrement. Dans les photos que tu montes sur ton blog, effectivement, voilà. C'est moins tordu que certains autres arbres qu'on voit sur d'autres photos, en fait. Ouais, donc je pense que j'ai pas été au meilleur endroit. Ça demanderait d'y retourner pour aller un petit peu plus loin et surtout avec un peu plus d'anticipation.
En juillet, à 10h du matin avec des amis, quoi. Non, mais je pense qu'on perd un peu tout le fun si on y va quand il fait beau, en plein été. Il y a plein de gens qui y vont pour pique-niquer, pour faire du vélo et tout. Enfin, voilà, je pense que c'est bien de se mettre quand même en condition. Mais là, vu que j'étais dans une période où j'étais pas bien dans ma vie, j'étais en proie à des crises d'angoisse et en plus j'étais malade, voilà, courageuse mais pas téméraire, j'ai suivi le sentier. Bon. Je crois que tu as une thérapie comme ça, où tu vas au bout de tes peurs et tu les vis pour essayer de t'en défaire. Ça marche pas toujours, hein, par contre, mais oui, là, peut-être, je pense que je l'aurais fait si j'étais avec quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Là, ouais, vu que j'étais toute seule. Par contre, même quand on traverse juste le sentier, après, on peut redescendre à pied vers la ville et là, rejoindre la ville depuis la forêt, c'est épique. Alors ça, c'était vraiment un grand moment, quoi. J'ai suivi Google Maps, hein. Mais alors, Google Maps, il nous indique qu'il y a des rues. Donc, une rue, nous, on sait très bien ce que c'est. Une rue, il y a des trottoirs, il y a du goudron, du macadam au milieu, et puis basta. Là, non, c'est un petit sentier de terre très escarpé avec des ronces de chaque côté. C'est juste hallucinant. Et c'était vraiment... ça permettait de se mettre vraiment dans l'ambiance voyage, dépaysement, en fait. Donc, c'est bien, ça allait bien avec le mood de la forêt, au final. Donc voilà un peu mon expérience de visite. Maintenant, ce que j'en pense, c'est encore autre chose. Oui, ben justement, la question. C'est vrai que c'est une forêt qui est connue depuis des siècles, comme tu disais. Elle est réputée pour, on l'appelle le triangle des Bermudes de la Roumanie, de la Transylvanie. Il y a eu pas mal de témoignages de phénomènes paranormaux prétendument constatés, qui ont donné effectivement cette aura de mystère à travers l'histoire. Il y a eu des cas de disparition signalés. Tout ça, c'est un peu la légende autour de la forêt. Toi, qu'est-ce que c'est justement ton avis? Est-ce que c'est lieu surnaturel ou juste doté d'une aura particulière, en fait? Alors, moi, il faut savoir que au niveau background, je suis fille de libraire d'ésotérisme. J'ai grandi littéralement dans une librairie d'ésotérisme et les premières années de ma vie, je les ai vécues en plein milieu de la forêt, dans les Vosges du Nord, dans une maison forestière et voilà. Donc, c'était assez propice en fait à tout ce qui était imaginaire, tout le côté un peu paranormal, etc. Mais du coup, ça m'a appris aussi à être assez vigilante face à tout ça et à être finalement assez cartésienne. Donc, j'ai pas d'opinion réelle. En fait, je suis ouverte à peu près tout à partir du moment où on me donne une preuve. Je pense qu'on ne sait pas tout et que ça serait vraiment triste de vivre dans une époque où on a déjà tout découvert, on a tout compris, on connaît toutes les lois de la physique, tous les machins et tout. Donc, voilà, je pense que ça serait assez présomptueux en fait d'être très tranché sur la question. Voilà, enfin il y a quand même a priori, je sais pas si l'histoire est vraie et avérée, mais bon, l'histoire du berger et ses 200 moutons qui ont disparu d'un coup. Bon, il y a des choses intrigantes. Il y a des choses intrigantes. Après, je pense que sur l'aspect point énergétique, je pense qu'il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé d'explication rationnelle, scientifique, mais à mon avis, tout peut s'expliquer. Mais voilà, donc moi, je suis assez... en fait, je me pose vraiment en position d'observatrice et j'essaye de ne pas juger. La seule chose que je peux dire, c'est que mes photos étaient absolument nulles. Les photos que j'ai fait pendant ce voyage et en particulier dans la forêt, elles avaient toutes un flou. Enfin, la mise au point, elle se faisait pas bien et c'était la première fois et la seule fois que ça m'est arrivé. Mais je pense que c'est parce que j'avais acquis mon appareil photo seulement quelques semaines avant et je préfère mettre ça sur le compte de c'est juste moi qui étais nulle. Du coup, voilà, mon appareil photo a déconné quand j'étais dans cette forêt. C'est la seule chose que j'ai constatée. Sinon, j'ai rien vu de spécial. Après, je pense que chacun se fait aussi sa propre expérience en fonction de ses croyances et de ses ressentis. Je pense que j'avais lu effectivement des gens qui y vont et qui se sentent mettre plutôt à l'inverse, complètement ressourcés par le côté sérénité du lieu aussi, paradoxalement. Il y en a d'autres effectivement qui témoignent de phénomènes et d'autres qui vont juste pour faire du sport et profiter du cadre. Enfin voilà, je pense qu'effectivement chacun se fait un peu son expérience. Il n'y a pas forcément une vérité comme tu dis
unique et arbitraire sur la question. Non, mais c'est vrai que pour l'aspect sérénité, on est quand même juste à côté de la 3e plus grande ville de Roumanie. Donc, trouver une forêt qui est aussi grande. Moi, quand j'y étais, c'était vraiment très, très calme. J'ai dû croiser, je crois, qu'un couple qui marchait aussi dans la forêt et puis un bonhomme de neige qui était tout pourri, quoi. C'est les seules choses que j'ai croisées quand je suis allée dans la forêt et c'est assez étonnant en fait d'avoir cette zone forestière aussi proche de la ville en fait. Sauvage et profonde. Ouais. Moi c'est vraiment ça qui m'a marqué au final. Bon, écoute, merci pour ce partage. On a envie d'y aller quand même. Moi j'irais bien. Ah bah oui, il faut. Bah après, je sais qu'il y a les Roumains là-bas, les habitants de Cluj-Napoca, apparemment, ça les fait un peu sourire quand on leur parle de la forêt. Mais du coup, il y en a certains qui ont trouvé le bon filon et qui organisent des excursions payantes, bien sûr, en pleine nuit dans la forêt. Donc voilà. En tout cas, il y a des possibilités pour faire des excursions à plusieurs de nuit. Ok. Voilà. C'est toujours sympa d'aller dans un endroit où on a quelqu'un on voit l'endroit et puis il y a un guide qui nous raconte les histoires qui sont prétendument passées. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Hein. J'avais fait la même chose à côté de Dublin dans un manoir soi-disant hanté aussi. Et c'est quand même une sacrée expérience quand on visite ça de nuit. Dans un endroit, on nous parle de dans telle pièce, il y a un poltergeist qui a fait ci et qui a fait ça. Et on peut toucher les murs, les pierres, on a vraiment l'impression de le vivre, quoi. Ouais. C'est sûr. Donc sur ton blog dont on a parlé, Zone Blanche, qui est une vraie mine de pépites. Alors on parlait de l'Atlas Oscura, mais le tien aussi. Il y a vraiment des très belles choses à voir dessus. En tout cas, ça donne envie de parcourir et de voyager, ça c'est sûr. Donc tu te décris comme une grande curieuse de l'étrange, qui aime collectionner toutes les petites perles incongrues de cette planète. C'est une jolie phrase que j'ai reprise de toi. Est-ce que tu peux justement nous partager tes plus belles découvertes en Roumanie, plus largement que la forêt de Oiabașu, mais voilà, d'autres sites ou petites pépites que tu aurais envie de nous partager en Roumanie? Oui, du coup, j'en ai parlé brièvement au début. C'est les mines de sel Salina Turda. Et ça, c'était vraiment la raison pour laquelle je voulais voyager à Cluj-Napoca. Parce qu'en fait, il y a cette mine de sel qui est à peu près à 35 km de la ville, qui est absolument incroyable. Je l'ai découverte justement dans l'Atlas Obscura et j'avais vraiment envie de voir ça de mes propres yeux. En fait, c'est une ancienne mine de sel qui est exploitée depuis la Rome antique. Okay. L'exploitation a continué pendant longtemps, donc ils ont creusé des galeries et des galeries, ils sont allés de plus en plus profond sous terre et peut-être ils ont trouvé un balrog, on ne sait pas. Mais voilà. Ça a servi ensuite d'abri pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, ça s'est transformé en cave d'affinage de fromage. Et plus récemment, ça s'est transformé en institut thérapeutique parce que mine de sel, c'est très très bon pour les voies respiratoires et effectivement, on y respire très très bien. Et aussi un parc d'attractions. Et du coup, c'est, je pense, le seul endroit au monde où on visite un parc d'attractions sous terre avec des néons qui font vraiment science-fiction. C'est vraiment étrange et avec une grande roue là-dedans et il y a même un petit lac tout au fond de la mine. On peut faire le tour en barque et les gens ils y vont aussi pour faire du bowling, pour faire du tennis. C'est juste hallucinant. J'ai passé une super visite et pour moi si on va dans ce coin en Roumanie, c'est vraiment en plus de la forêt, c'est vraiment le truc à voir tellement c'est spécial, quoi. On a vraiment l'impression d'être propulsé dans un vieux film de SF, en fait. Oui, j'imagine. C'est magique. Et du coup, les gens, ils vont encore... c'est un lieu vivant, en fait. Il y a tout le temps du monde. Quand j'y suis allée, il y avait du monde et pourtant, on était au mois de janvier. C'est fou, ouais. Wow. C'est très, très coté. Hein. Il n'y a même pas besoin de voiture pour y aller. Depuis Cluj-Napoca, j'avais pris une navette et il y a des navettes qui vont genre toutes les heures, toutes les 2 heures qui s'arrêtent là-bas. C'est vrai que ces mines de sel, c'est... j'ai vraiment envie d'y retourner, pour le coup. Je sais que j'aimerais y retourner un jour. Ok, ouais. D'accord. Et sinon, autre endroit que j'avais beaucoup aimé en Roumanie aussi, c'était la ville de Sibiu. Je l'avais trouvée vraiment super mignonne. Ça a été construit par les mêmes qui ont conçu en fait les villes et villages alsaciens. Donc on retrouve un peu le même type d'architecture.
les colombages, des maisons très colorées. J'avais même vu une statue de cigogne dans un jardin. J'ai vraiment l'impression d'être en Alsace chez moi. L'architecture est vraiment intéressante. Là, en Roumanie, il y a vraiment de quoi faire. En plus, le pays est vaste. Ouais. Il y a un endroit que j'ai vraiment envie de visiter. J'ai pas eu l'occasion de voir, mais c'est tout au nord de la Roumanie. Il y a un cimetière qui est vraiment particulier. Je sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est un cimetière avec des tombes, mais qui sont magnifiques, tout en couleurs. Enfin, ça vaut vraiment le coup. C'est le cimetière joyeux. Cimetière joyeux, d'accord. Ouais. Oh. Bon, écoute, super. Merci beaucoup pour ce partage. C'est passionnant. Ça donne vraiment envie d'y aller. Donc, merci beaucoup à toi. Je t'en prie. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.